lis le chapeau qui résume. Les sommes colossales mises sur la table par les 27 pays de l'Union européenne pour éviter la contagion ont calmé les marchés. Voilà. Point. L'envers de ce plan, 2 points, la généralisation des politiques de rigueur. Voilà. Donc l'angle du journal, c'est de dire attention, regardons ce plan de rigueur. Voilà. Vous avez, même question, vous avez vu les JT de lundi? Oui. Alors? J'ai adoré, comme d'habitude. J'ai adoré les JT de lundi, j'ai adoré la presse du lundi, j'ai tout aimé. Alors, juste pour revenir sur une chose qu'a dite Nicolas Corrier à l'instant, la bourse prenant 10% ou 9%, c'était pas il y a 10 ans, la dernière fois c'était il y a 18 mois, c'est-à-dire c'était lorsque on était en pleine décapilotade Lehman Brothers, plan de sauvetage, TARP, plan européen, etc. Et la bourse faisait à l'époque des sauts de carpe. Ce qui est le propre de ces fonctionnements lorsqu'on est en temps troublé. Je veux dire, la volatilité boursière est vraiment un indice de ce qu'on vit, une période où les croyances de la finance ont du mal à trouver des ancrages et où elles peuvent connaître des déplacements très brutaux et très violents. Ce dont témoignent précisément ces sauts de carpe des prix des actifs. Alors, pour dire un mot du commentaire des médias sur la chose, j'ai trouvé que c'était un univers qui était définitivement incapable du moindre effet d'apprentissage. Alors, à sa décharge, il vit dans un système de contraintes qui rend impossible le moindre effet d'apprentissage. Les médias, vous voulez dire? Les médias, absolument. Moi, je me suis revu en 2009, en avril, au moment du G20 de Londres. Alors, et d'ailleurs, j'ai eu un peu l'esprit de l'escalier, puisque avant l'émission, vous m'aviez dit quels extraits il aurait fallu ressortir cela. C'était les mêmes. Je veux dire, la crise était réglée. Le capitalisme allait être au choix moralisé, régulé, à raisonner, ce que vous voulez. Et j'ai encore... D'ailleurs, vous me les aviez montrés au mois d'août dernier, ou de juillet, les images de Jean-Marc Sylvestre, triomphant et triomphal, que vraiment la bête était matée. Bon, éditorialiste de TF1. Exactement. Bon, alors on connaît la suite des événements. Et là, tout pareil. Alors, je dirais qu'il y a... mais tout pareil, c'est-à-dire tout pareil, le même emballement, la même incapacité, mais et pour cause, hein, encore une fois, incapacité contrainte et déterminée. C'est-à-dire, il faut rendre la copie dans l'heure qui suit, ou presque. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir et de se poser 2 minutes pour faire jouer quelques réflexes intellectuels élémentaires. Donc, les gens n'ont pas le temps de se reprendre, si vous voulez. Mais alors, s'ils avaient eu le temps, s'ils avaient eu ces 2 minutes pour se poser, qu'est-ce qu'ils auraient dû ajouter? Quel bémol ils auraient dû introduire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire? Il aurait fallu dire que les mouvements de la bourse, et particulièrement de la bourse des actions, n'ont strictement rien à voir avec le schmilblick. C'est-à-dire, en ce moment, et c'était exactement la même chose à l'automne 2008, on analyse, on produit le jugement à donner sur les politiques économiques, etc., à partir des mouvements de la bourse, qui sont les marchés d'actions, qui sont finalement les plus lointains de là où se passe la bataille. Alors évidemment, les indicateurs, il y a des indicateurs de marché de capitaux, qui témoignent de ce qui est en train de se passer, mais certainement pas la bourse. Bon. D'une part, la bourse des actions n'est pas le secteur pertinent pour savoir ce qui se passe. D'autre part, ces sauts de cartes n'ont aucune signification dans des périodes extrêmement troublées. Là où il faudrait regarder, c'est dans des endroits, des recoins obscurs. Alors par exemple, l'indicateur par excellence de la situation de tension qui a ressaisi l'univers de la finance, c'est ce qu'on appelle le spread entre l'Overnight Index Swap et le Libor à 3 mois. Alors évidemment, c'est moins facile d'ouvrir un journal avec ça qu'avec le CAC 40. Ça se trouve où, cette bête-là? Alors, ça se trouve où, cette bête-là? Ça se trouve, c'est dans ce compartiment très particulier des marchés de capitaux qu'on appelle le marché interbancaire. Le Libor, c'est le taux auquel se prêtent les banques entre elles. Il y a un petit club de crédit interbancaire. Bon. Et l'Overnight Index Swap, c'est le taux du crédit le moins risqué que les banques peuvent se faire entre elles. Bon. Dès que l'écart entre ces deux taux s'ouvre, c'est un signe de la défiance mutuelle qui est en train de régner à nouveau parmi elles et de la réticence qu'elles vont avoir à se prêter mutuellement, chacune se demandant à quelle hauteur les autres sont exposés sur les actifs à problème, en l'espèce les dettes souveraines. J'ai compris. Et que disaient ces indicatifs lundi dernier? Eh bien, ils commençaient, en fait, depuis la semaine précédente, ils commencent à frémir à nouveau, le spread, enfin l'écart de taux commence à se rouvrir, évidemment dans des proportions qui n'ont strictement rien à voir avec les abysses qu'on avait vus à l'automne 2008, mais enfin, il y a quand même un redémarrage de l'ouverture, et c'est ça qui est un signe, et qui est le signe le plus inquiétant.
important. Alors maintenant que la bourse... Mais lundi enfin, je veux dire, cet indicateur-là, lundi, avait eu une réaction significative. Au début de la semaine, il a continué à s'ouvrir un petit peu plus qu'il ne l'avait fait la semaime précédente. Mais sans plus, enfin, je veux dire, pas d'effet tangible. Pour l'instant, ce n'est pas des mouvements phénoménaux. Ouais. Mais c'est l'indicateur de ce que quelque chose se passe entre les banques. Et c'est ça le point. Je préciserai quand même qu'il y a plusieurs indicateurs à suivre. Enfin, vous auriez pu rajouter aussi que l'indicateur à suivre dans une crise obligataire, c'est aussi le spread entre les emprunts d'État grecs et les emprunts d'État allemands. Oui. Quand on dit spread, on veut dire... Alors c'est l'écart, pardon. Écart, voilà. C'est l'écart, c'est juste le mot qu'on utilise. Et en l'occurrence, si on se focalise sur les marchés actions, c'est effectivement par routine, par tradition, parce que c'est compliqué d'aller voir tous ces autres indicateurs qui ne sont pas forcément les plus représentatifs, mais ils représentent quand même quelque chose, puisqu'en l'occurrence, si les marchés actions ont baissé et ont remonté énormément lundi, c'était surtout les actions des banques qui ont baissé et qui ont remonté, parce que la question se pose effectivement des pertes que les banques auraient pu prendre lors de cette crise grecque. Si jamais il n'y avait pas eu de plan, si jamais la Grèce fait défaut, à ce moment-là, on sait, par exemple, on a appris que BNP Paribas avait 5 milliards, avait prêté 5 milliards à la Grèce et que donc ces 5 milliards, elle devrait s'asseoir dessus. Oui, mais alors donc, c'est pas ce qu'ont dit les 20 heures. Hein. Les 20 heures n'ont pas dit les actions des banques sont remontées. Les 20 heures ont dit les bourses sont remontées. Et on ne nous a pas expliqué qu'à l'intérieur de la remontée des bourses, une part importante était due à la remontée des actions des banques. Hein. Voilà, juste... Mais d'ailleurs, ce qui m'amène la question suivante, puisque la manière dont l'histoire nous a été présentée lundi, c'est de dire l'Europe a sauvé la Grèce, l'Espagne, le Portugal des attaques spéculatives. Or, une autre lecture qui a été faite notamment par vous dans l'article que vous avez publié quelques jours plus tard, ça a été le plan de Bruxelles n'a pas du tout sauvé ces économies-là, il a sauvé avant tout les banques. Alors, il y avait effectivement deux choses dans ce papier que j'écris lundi et mis en ligne mardi. En fait, le texte n'était pas au départ justifié par l'urgence de ce qui était en train de se passer. J'avais commencé d'ailleurs à l'écrire vendredi avant le plan européen, etc. Et c'était pour attirer l'attention sur ce fait qui en effet était en train de passer à la trappe, que sous couleur de sauvetage de la Grèce, on était en train de sauver des investisseurs. Une deuxième fois. Et sachant que, évidemment, la médiation opportune par la dette souveraine grecque, etc., faisait écran et empêchait de voir qui on sauvait véritablement. Les investisseurs, ça veut dire les banques. C'est essentiellement les banques. Soyons clairs, hein, parce que on dit les investisseurs, les spéculateurs, tout ça, c'est des mots je ne sais pas très bien comment on les choisit d'ailleurs les uns plutôt que les autres, mais en gros, tout ça, c'est les grandes banques mondiales. Absolument. C'est en tête de cet ensemble un peu flou des investisseurs, c'est les banques. Bon. Lundi, j'ai pris 2 minutes pour me demander quels pouvaient être les effets réels, les effets de macroéconomie du plan de sauvetage qui venait d'être mis sur la table. Et il m'est apparu que ce plan est vraisemblablement voué à l'échec, c'est-à-dire il ne sauve rien du tout. Ce dont se sont aperçus d'ailleurs les analystes et les commentateurs de la finance, essentiellement dans l'univers anglo-saxon, hein, qui a un peu plus de sang-froid que leurs homologues français, le plan grec, me semble-t-il, est voué à l'échec. Alors, il y a le terme qui me vient spontanément à l'esprit est un terme anglais, c'est self-defeating. Il est fait pour se mettre lui-même en échec. Vous voyez, il est auto-invalidant. Et pour quelle raison? C'est qu'il impose à l'économie grecque une telle restriction budgétaire qu'il ne peut s'en suivre autre chose qu'un ralentissement de croissance encore plus profond que celui qui est déjà à l'œuvre, de telle sorte que l'ajustement budgétaire aura toujours un temps de retard sur l'effondrement des recettes fiscales. Et c'est ce qu'on voit dans plein d'autres exemples d'ajustements fiscaux. Hein. Alors moi, le cas qui m'a paru tout à fait agréable à l'œil, c'est le cas de la Lettonie, hein, qui a reçu une aide du FMI et de l'Union européenne, moyennant quoi elle a dû s'imposer une potion alors des plus sévères, au terme de laquelle le déficit public letton s'est accru, hein, au lieu de se réduire, et qu'il va certes se réduire un petit peu l'année prochaine, prévoit-on, mais pour passer de 9% à 8,5%, ce qui est un gain évidemment triomphal, pour des douleurs en contrepartie qui sont phénoménales. La Lettonie est en train de se taper une récession monumentale. Et c'est ça qu'on était en train de promettre aux Grecs. Donc moi, mon anticipation, c'est que dans le pire des cas, le déficit budgétaire grec ne se réduira pas. Dans le meilleur, il se réduira à un rythme si lent que l'économie grecque est partie pour une décennie d'austérité et de chômage de masse. Mais une vraie décennie, quoi. C'est pas, alors que l'ajustement budgétaire, normalement, ça se fait à un mois
moyen terme de 3 à 5 ans. Et ça se fait essentiellement par le retour à la croissance. Voilà. Donc, il y avait de quoi retenir ces cris de joie. Et là, il y a maintenant carrément de quoi être inquiet, si vous voulez, lorsqu'on voit la généralisation de ces plans d'austérité, puisque c'est la suite programmée du paquet de secours du week-end dernier. Le Portugal annonce, l'Espagne annonce, la France également, l'Italie y est déjà, etc., etc. On va y venir oui, juste dans une seconde, on va parler de la rigueur. Un plan voué à l'échec, vous êtes d'accord ? Je serais un peu plus prudent que Frédéric Lordon sur le fait de prévoir à l'avance ce qui va se passer sur les marchés, mais je partage grosso modo son avis sur les exemples donnés par le passé. Moi, je prendrais plutôt l'exemple de l'Argentine, qui a aussi été dans une situation similaire à celle de la Grèce au début des années 2000 et qui a d'abord commencé à appliquer les conseils du FMI, qui étaient aussi de diminuer les dépenses publiques et qui finalement a changé de stratégie en faisant défaut sur sa dette. D'accord. Non mais alors je suis désolé, mais alors c'est quand même grave de dire le plan est voué à l'échec. Et si on pense que le plan est voué à l'échec, et après tout moi je suis moins compétent que vous deux, donc je vous crois sur ce point, si on pense que le plan est voué à l'échec, pourquoi on ne le dit pas ? Pourquoi on le dit pas comme ça ? Alors, on ne le dit pas comme ça... Pourquoi on se mouille pas ? Pourquoi on n'y va pas ? Pourquoi on ne dit pas non, mais ça ne marchera pas ? Alors déjà, il y a quand même un premier point, c'est que il y a de toute façon une réaction des marchés qui peut faire penser le lundi que finalement ces marchés qu'on pense irrationnels, bon bah là cette fois-ci ils sont tombés dans le panneau et ils ont cru effectivement que la rigueur allait vraiment se mettre en place, que ça allait permettre de diminuer les déficits et que la Grèce pourrait in fine rembourser C'est-à-dire que quand vous voyez la réaction des marchés le lundi, vous vous dites ils ont peut-être raison. Non, c'est pas qu'ils ont raison. C'est pas qu'ils ont raison. C'est que tout ça n'est pas affaire de. Il n'y a pas une réalité qui fait que dans tous les cas de figure, c'est ça qui va se passer. Non, mais Lordon se pose 2 minutes lundi. Oui. Il faut 2 minutes. Bon, et il dit ça marchera pas. Vous me dites je suis à peu près d'accord que ça marchera pas. Donc, comme vous êtes quand même un des plus compétents de la rédaction de Libération, si c'est ce que vous pensez, pourquoi on ne titre pas là-dessus ? Alors, comme vous l'avez noté, je ne suis plus responsable vous discutez. Des pages finances. Non, en l'occurrence, je n'ai pas discuté. Donc ça, si c'est pour répondre à ce qui se passe à l'intérieur de Libération, je ne suis plus en charge de ça, donc je ne vais pas donner forcément mon avis là-dessus. Mais pour ce qui est plus généralement de pourquoi les médias ne disent pas effectivement que ça va que les plans etc., ne sont pas bons, moi je reprendrai par le passé parce qu'il y a quand même d'autres façons de penser que celle de Frédéric Lordon. Et il y a des gens qui disent effectivement depuis des années que le système financier va s'écrouler, qu'il y a des déséquilibres, que ces déséquilibres sont impossibles à tenir et qu'à la fin il y aura une crise. Bon, par exemple Michel Aglietta, des gens comme ça ont raison. Et en même temps, ils ont raison sur le long terme. C'est-à-dire que les déséquilibres, ils existent. Ça fait, depuis que la finance s'est libéralisée, s'est mondialisée, on sait que ça va aller de crise en crise. Mais après chaque crise, il y a des petites mesures qui permettent de faire repartir la machine, et la machine repart. Et finalement, on fait du vélo, quoi. C'est-à-dire que ça continue. Il y a des gens qui pensent que finalement, ça va repartir. Et là, les questions effectivement de dette, on les repousse. Et dans ce cas-là, on peut bien annoncer effectivement que ça ne va pas marcher, mais on a raison 10 ans avant tout le monde, donc c'est un peu difficile. C'est pas mal. Non, parce que la réalité du moment... On ressort les journaux qu'on a fait et on dit, voyez, je l'avais bien dit il y a 10 ans. La réalité du moment, c'est que la bourse ne s'est pas écroulée, qu'il n'y a pas eu de risque systémique, et que les gens comme Frédéric Lordon ont peut-être raison sur le long terme, mais sur le long terme, nous, on sera tous morts. Donc, on sera peut-être pas là pour voir... attendez, si on meurt, c'est que la finance nous aura tués entre-temps. Elle nous aura tués à moyen terme. Là, il y a vraiment c'est symptomatique et caractéristique d'un décalage de temporalité de l'activité de la recherche, de la façon de penser qui est mise en œuvre dans la recherche et de celle qui est mise en œuvre dans les médias. Alors, les médias sont constitutivement sous l'empire du court terme. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a eu droit déjà 3 fois depuis 2007 à la crise est finie. Bon, et chaque fois, évidemment, les espoirs ont été doux.
touchés. Moi, je voudrais rappeler qu'entre le choc financier initial de 1929 et le tréfonds de la Grande Dépression, il faut 4 ou 5 années de décomposition. C'est ça la temporalité de l'économie. Donc effectivement, si on peut bien regarder la réaction boursière à 1 semaine, 15 jours et même 3 mois, c'est pas ça qui fait... Je veux dire, on finit par être rattrapé et la constante de temps du rattrapage, c'est de l'ordre du semestre, quoi, hein. Il faut compter en semestre. Donc, pour ma part, lorsque j'ai écrit ce papier auquel vous avez fait référence, j'ai donné une sorte de rendez-vous à horizon de 12 ou 18 mois. Parce que c'est l'horizon pertinent pour constater que le déficit budgétaire grec ne s'améliorera pas ou s'améliorera si lentement qu'on ne sera pas parti pour 3 ans, qui est la durée du plan de sauvetage, mais pour 10. Et qu'à 10, on ne le fait pas. Les pays européens ne le font pas. Et alors, quand par-dessus tout s'ajoutent tous les autres ajustements dont j'ai parlé, là, effectivement, ça confirme la chose. Alors, le truc rigolo, pour revenir aux médias, c'est que quand même, au bout d'un moment, ça finit par percoler. Alors, dès mardi, mercredi, dans la presse anglo-saxonne économique et financière, vous aviez pléthore de chroniqueurs, commentateurs, etc., qui commençaient à dire « Ah, mais au fait, il se pourrait que ça ne marche pas si bien que ça, le plan grec. » Et alors, évidemment, le monde... Ça qui n'était plus le plan grec, là, qui était le plan européen. Absolument, le plan européen. Le plan européen. Et le monde, je ne me souviens plus si c'est le monde de jeudi ou de mercredi, fait sur sa couverture un grand titre sur le thème du doute. Et si ça ne marchait pas finalement? Et si les plans d'austérité budgétaire détérioraient la situation au lieu de l'améliorer comme on le pensait? Donc finalement les esprits évoluent. Mais alors après, moi là je ne suis pas compétent, mais à la limite il faudrait demander à Nicolas Cory, puisque lui il voit à chaud ce qui se passe dans l'interaction entre des officiels français qui sont absolument effervescents, qui sont entre crevés parce qu'ils ont passé une nuit blanche, et puis le résultat qu'ils viennent d'obtenir, et alors là ils sont tout pétillants, etc. Et les journalistes qui vivent plus ou moins, j'ai l'impression, en osmose avec eux, qui importent cet enthousiasme, qui le retranscrivent aussi sec, et c'est la raison pour laquelle on a à chaque fois ces réactions victorieuses et triomphales après les grands sommets internationaux, dont évidemment les gouvernants sont les premiers à se vanter des résultats magnifiques.